Les salles d'audience sont normalement des lieux de débat juridique, pas de violence. Cependant, dans de rares cas, la situation peut soudainement devenir dangereuse. Cette vidéo présentera 8 exemples de prisonniers qui ont été tués à l'intérieur d'une salle d'audience, en commençant par la première histoire. Numéro 1. David Paradiso. La vie de David Paradiso est devenue plus tourmentée lorsqu'il a été impliqué dans une grave affaire judiciaire. Cette histoire de violence a commencé par son arrestation en décembre 2006 pour le meurtre présumé de sa petite amie Eileen Pelt. Leur relation ne durait que depuis quelques semaines lorsque l'incident s'est produit à l'arrière d'une voiture conduite par la mère de David, Deborah. Deborah a déclaré plus tard qu'elle n'avait jamais entendu le couple se disputer avant ce jour-là. Pendant le trajet, David a poignardé sa petite amie au cou. Il a d'abord affirmé que s'il n'avait pas agi en premier, elle l'aurait tué. Les événements qui ont suivi étaient très étranges. Après le crime, Paradiso a forcé sa mère à le conduire depuis Lloyd, en Californie. Ils ont parcouru environ 24 km jusqu'au comté d'Amador, où il a abandonné le corps d'Eileen au bord d'une route. Les gens qui ont appris ces agissements ont été choqués par sa cruauté. Pour expliquer son comportement, les avocats de la défense de Paradiso ont déclaré qu'il consommait de la méthamphétamine à l'époque. Il a ensuite été arrêté et inculpé pour ce crime. Lors de son procès en 2009, la situation est devenue encore plus inhabituelle. Avant le procès, la mère de David était très inquiète de l'état mental de son fils. Elle a vu des signes indiquant qu'il pourrait faire une dépression nerveuse, notamment une profonde tristesse dans ses yeux. Elle le soupçonnait également d'avoir une arme et l'a signalé aux autorités. Une fouille de sa cellule n'a révélé aucune arme. Ses inquiétudes ont donc été ignorées. Deborah a déclaré plus tard que le fait de l'avoir ignoré avait contribué aux terribles événements qui ont suivi. En mars 2009, David Paradiso a témoigné sur la mort de sa petite amie. Il a raconté une histoire différente de ce qu'il avait dit auparavant. Il n'a plus prétendu avoir agi par peur pour sa vie. Cette fois, il a déclaré avoir tué Eileen parce qu'il pensait qu'elle ne méritait pas de vivre. Ce changement soudain dans son récit était à la fois étrange et inquiétant. Le procès était présidé par la juge Cinda Fox. Une courte pause a été ordonnée après que la mère de David, Deborah, a quitté la salle d'audience en pleurant. Elle s'était opposée au témoignage de son fils car elle s'inquiétait de son état mental. Cet éclat a provoqué un retard dans le procès. Pendant cette courte pause, David Paradiso est passé à l'acte. Il s'est approché de la juge Fox par derrière et l'a attaquée avec un objet tranchant. Il a poignardé la juge à plusieurs reprises et l'a également agressée physiquement. Plusieurs personnes dans la salle d'audience ont tenté d'intervenir. Le détective Eric Bradley a alors sorti son arme et a tiré sur Paradiso. La juge Fox a été évacuée de la salle d'audience sur une civière, mais s'est bien remise de ses blessures. David Paradiso est mort des suites des blessures par balle qu'il a reçues lors de l'attaque. L'événement a été une tragédie pour toutes les personnes impliquées. La famille de David, en particulier sa mère Deborah et son frère Aaron, en a été profondément attristée. Il pensait que la tragédie aurait pu être évitée si les autorités avaient pris en charge sa mauvaise santé mentale. Aaron a déclaré que son frère souffrait de schizophrénie paranoïde, une maladie connue. Il a soutenu que David n'aurait pas dû être autorisé à témoigner dans son état mental. Numéro 2. Klaus Grabowski. L'histoire de Klaus Grabowski a commencé en Allemagne, où la police le connaissait comme un délinquant récidiviste. Il a ensuite été arrêté pour avoir étranglé un enfant et a été condamné à une peine avec sursis. Cette expérience aurait dû être un avertissement, mais son comportement nuisible a continué. Quelques années plus tard, il a de nouveau été arrêté pour des crimes impliquant des enfants. Alors que Grabowski avait d'abord reçu une peine clémente, les autorités n'ont pas été aussi indulgentes cette fois-ci. Grabowski allait bientôt commettre son pire crime, ce qui a conduit à un événement dramatique dans la salle d'audience. Marianne Bach, née le 3 juin 1950, était la figure centrale de cette histoire tragique. Son enfance en Allemagne de l'Ouest a été difficile à cause d'un père violent et d'une mère qui l'a abandonnée à l'adolescence. Elle est devenue mère à 16 ans et a dû faire adopter son premier enfant. À 18 ans, elle a eu un autre enfant qu'elle a également dû faire adopter après une agression juste avant la naissance. Le 14 novembre 1972, Marianne a donné naissance à son troisième et dernier enfant, une fille nommée Anna. Marianne a élevé Anna seule et travaillait comme serveuse pour subvenir à leurs besoins. Leur vie, cependant, n'était pas stable. Les longues heures de travail de Marianne la tenaient éloignée d'Anna. De nombreuses connaissances ont remarqué qu'Anna devait souvent s'occuper d'elle-même, dormant parfois dans le bar où sa mère travaillait.
Les tristes événements ont commencé le 5 mai 1980, lorsque Marianne et Anna ont eu une violente dispute avant qu'Anna ne parte à l'école. La fillette de 7 ans était profondément triste et contrariée, et elle a décidé de ne pas aller à l'école ce jour-là. Alors qu'elle partait, Klaus Grabowski, un voisin, l'a invitée dans son appartement pour jouer avec ses chats. Une fois Anna à l'intérieur de l'appartement de Grabowski, il l'a agressée pendant plusieurs heures. Il l'a ensuite étranglée avec les collants de sa fiancée, mettant fin à sa jeune vie. Grabowski a été rapidement puni pour son crime. Lorsque sa fiancée a découvert ce qu'il avait fait, elle a immédiatement appelé la police. Les autorités se sont rendues au bord d'un canal où elles ont trouvé le corps d'Anna et ont rapidement arrêté Grabowski. Le 3 mars 1981, le procès a commencé. Grabowski a tenté de rejeter la faute sur la jeune enfant qu'il avait tuée. Il a prétendu qu'Anna avait essayé de le séduire, lui avait demandé de l'argent et avait menacé de le dénoncer s'il refusait. Dans son faux témoignage, il s'est présenté comme la victime. Cet acte terrible consistant à blâmer la victime a mis en colère Marianne, qui avait déjà enduré d'extrêmes souffrances. Elle a décidé d'agir elle-même. Marianne a mis son plan à exécution le 6 mars 1981, lors d'une session normale du tribunal. Elle a dissimulé un pistolet Beretta de calibre 22, 5,6 mm, dans ses vêtements. Lorsqu'elle a vu Grabowski dans la salle d'audience, elle a agi rapidement et a tiré 7 coups de feu sur lui. 6 des balles l'ont atteint, provoquant sa mort. Une vidéo de l'événement a montré le comportement calme et déterminé de Marianne. Elle n'a montré aucune émotion, même lorsque d'autres sont intervenus pour l'arrêter. Elle n'a exprimé aucun regret. Marianne a été condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire et n'a purgé que 3 ans. Elle est morte d'un cancer du pancréas en 1992 et a été enterrée à côté de sa fille bien-aimée, Anna. Numéro 3. Slobodan Praljak. Cette histoire se concentre sur le cas de Slobodan Praljak, qui s'est suicidé pendant son audience au tribunal en 2017. Nous examinerons pourquoi Praljak était en procès et ce qui l'a conduit à cet acte extrême. Slobodan Praljak était un Croate de Bosnie né en Yougoslavie en 1945. Il a poursuivi ses études, est devenu professeur et a géré une entreprise d'électronique, menant une vie apparemment normale. Cependant, sa vie a changé de façon spectaculaire pendant la guerre d'indépendance de la Croatie en 1991. Praljak a rejoint l'armée croate et est devenu général, jouant un rôle important dans le conflit. Cependant, son commandement aurait impliqué des crimes de guerre, notamment des attaques contre des édifices religieux, des vols et des agressions contre des civils. Il était également aux commandes du tristement célèbre camp de Drejtolj, où les hommes bosniaques étaient traités avec une grande cruauté. Après la fin de la guerre, en 1995, Praljak est retourné à la vie civile et est devenu un homme d'affaires prospère. Il a créé une société de production, une entreprise de tabac et a écrit 25 livres, semblant reconstruire sa vie. Cependant, au début des années 2000, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a inculpé Praljak et 5 autres personnes pour crimes de guerre. Après s'être rendu aux autorités, il a été accusé de crimes graves, notamment de violation des conventions de Genève et de crimes contre l'humanité. Les accusations reposaient sur son poste de haut rang pendant la guerre, car ses soldats étaient responsables de nombreux actes de cruauté. Le tribunal a déclaré que Praljak avait soit ordonné ces crimes, soit en avait eu connaissance, mais n'avait rien fait pour les arrêter. Le procès a débuté en avril 2006 et a duré environ 7 ans. En 2013, Praljak a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Il a fait appel de la décision, maintenant son innocence. En novembre 2017, une cour d'appel de La Haye a confirmé certaines parties de sa condamnation, mais en a annulé d'autres. Sa peine de 20 ans de prison n'a pas été modifiée. Il avait déjà passé environ 13 ans en prison, il lui restait donc 7 ans de peine à purger. Praljak, cependant, était en profond désaccord avec la décision finale du tribunal. Après que le juge a annoncé le verdict, il a fait une déclaration choquante. Il a bu un liquide contenu dans une petite fiole brune qu'il portait sur lui et a annoncé « Je viens de boire du poison ». Les fonctionnaires du tribunal ont fermé les rideaux et Praljak a été rapidement transporté à l'hôpital. Malheureusement, il y est mort d'une insuffisance cardiaque causée par le poison. La mort de Praljak a soulevé plusieurs questions, la plus importante étant de savoir comment il s'était procuré le poison. La sécurité au palais de justice est très stricte, ce qui devrait rendre presque impossible d'introduire du poison à l'intérieur. Malgré une enquête détaillée, la manière dont le poison est entré dans le tribunal n'a jamais été découverte. Cette partie mystérieuse de l'affaire a laissé de nombreuses personnes perplexes. La mort de Praljak a provoqué différentes réactions.
Certains anciens juges du tribunal ont considéré cela comme une tragédie, car cela a empêché les victimes de sentir que la justice avait été pleinement rendue. La mort de Praljak a laissé derrière elle de nombreuses questions sans réponse et a marqué la fin tragique d'une période difficile de l'histoire. Numéro 4. Ciel Angelou. La mort de Ciel Angelou dans une salle d'audience est une histoire très étrange. Un homme jugé pour des crimes violents est mort en essayant d'attaquer un témoin. Les événements semblent incroyables, mais ils se sont produits exactement comme décrit. On sait peu de choses sur l'enfance d'Angelou. On sait qu'il était lié au Tongan Crips, un grand gang criminel. Ce gang était actif dans plusieurs États américains, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. La comparution d'Angelou au tribunal, où il a fini par mourir, concernait une affaire criminelle majeure. Cette affaire impliquait un acte d'accusation de 29 chefs contre 17 membres de gangs pour crimes organisés. Angelou avait 25 ans à l'époque. En 2014, Angelou et d'autres membres du gang ont fait face à ces nouvelles accusations pour leurs activités criminelles. Les circonstances qui ont conduit à la mort d'Angelou rendent cette affaire très inhabituelle. Il était jugé dans un nouveau palais de justice qui avait ouvert ses portes une semaine plus tôt. Il y a également eu une erreur de communication entre le juge et l'agent du tribunal responsable de la sécurité. Selon le FBI, ce fut une erreur critique. Les accusés au tribunal sont généralement entravés par des chaînes pour les empêcher de nuire à quiconque. Les agents du tribunal sont informés si un accusé est entravé ou non. Le nouveau palais de justice ne disposait pas d'éléments comme des jupes de table, ce qui aurait montré qu'Angelou n'était pas entravé. De ce fait, plusieurs agents ne savaient pas qu'il était libre de ses mouvements. Angelou a profité de cette erreur pour tenter un plan dangereux. Pendant qu'il se trouvait dans la salle d'audience, un témoin s'apprêtait à prendre la parole. Angelou a attrapé un stylo sur la table et a attaqué le témoin. Un agent du tribunal est immédiatement intervenu et a ordonné à Angelou de lâcher le stylo. Le témoin a échappé à l'attaque en s'enfuyant. D'autres personnes dans la salle se sont également mobilisées pour aider à arrêter Angelou. Cependant, son attaque a été rapidement stoppée par un agent qui a fait usage de son arme. Angelou a reçu 4 balles dans la poitrine. Il a été transporté à l'hôpital, mais est décédé de ses blessures. L'agent du tribunal qui a tiré n'a pas été identifié publiquement et n'a été inculpé d'aucun crime. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. La famille d'Angelou a intenté un procès pour homicide par imprudence contre l'agent et le service des marshals des États-Unis. Ils ont fait valoir que l'agent avait fait un usage excessif de la force. Ils ont affirmé que tirer 4 fois n'était pas nécessaire. L'affaire a attiré l'attention nationale. En 2018, un tribunal a ordonné que la vidéo de la fusillade soit rendue publique. La vidéo avait été gardée confidentielle pendant 4 ans. L'avocat de la famille, Robert Sykes, a soutenu que les 3 derniers tirs ont été effectués alors qu'Angelou était déjà au sol. Cependant, le juge d'Howell n'a pas été d'accord avec cela et a rejeté la plainte. Le juge a déclaré qu'Angelou tentait clairement d'attaquer le témoin. Il a décidé que les actions de l'agent étaient nécessaires pour prévenir un préjudice, car il n'y avait que quelques secondes pour réagir. Après cette décision, la famille a choisi de ne pas faire appel du jugement et l'affaire a progressivement disparu du débat public. Numéro 5. Brian Nichols. La fusillade au palais de justice d'Atlanta en mars 2005 a été un événement choquant et tragique dans l'histoire judiciaire américaine. Brian Nichols était la figure centrale de ce terrible incident. Les effets de ses actes ce jour-là se sont fait sentir bien au-delà du palais de justice du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie. L'histoire de Brian Nichols a commencé de nombreuses années avant ce jour funeste. Nichols, né en 1971, a eu une vie difficile, marquée par une famille brisée et des démêlés avec la justice. Malgré ces difficultés, il a terminé ses études secondaires et a fréquenté l'université pendant une courte période. Cependant, sa vie a changé lorsqu'il s'est impliqué dans des activités illégales, en particulier des crimes graves liés à la drogue. Le casier judiciaire de Nichols l'a finalement conduit à un procès en 2005. En mars 2005, Nichols était transporté au palais de justice du comté de Fulton pour son procès. Personne ne s'attendait à ce que ce transport de routine déclenche une terrible série d'événements. Nichols a commencé son attaque en maîtrisant une adjointe du shérif, en lui prenant son arme et en la tuant. Il est ensuite entré dans la salle d'audience et a abattu le juge, Roland Barnes, et une sténographe judiciaire, Julie Ann Brando. Les 2 victimes sont mortes des suites de leurs blessures. Après avoir commis ces crimes terribles, Nichols s'est échappé du palais de justice. Cela a déclenché une vaste chasse à l'homme et a semé la peur dans tout Atlanta. Pendant 26 heures, Nichols a commis d'autres crimes, notamment des vols de voitures, d'autres fusillades et une prise d'otage. Il a réussi à échapper à la police et a répandu la peur dans toute la ville.
La nature audacieuse et violente de ces actes a choqué la nation et a été largement médiatisée. Les forces de police ont travaillé rapidement pour l'arrêter. La série de crimes de Nichols a pris fin lorsqu'il a pris une femme en otage dans son appartement. Après une confrontation avec la police, Nichols a pris une décision surprenante. Il a libéré son otage indemne et s'est rendu à la police. La raison de cette reddition surprenante reste inconnue. Certaines personnes pensent donc que Nichols a eu un revirement, d'autres pensent qu'il était fatigué et savait que son arrestation était inévitable. Le procès ultérieur de Brian Nichols pour les crimes du palais de justice a été une affaire majeure qui a reçu une grande attention des médias. En novembre 2008, Nichols a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, même si sa défense a prétendu qu'il était malade mentalement. Il a été condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La fusillade du palais de justice d'Atlanta a eu un impact durable sur la ville, les familles des victimes et le système judiciaire. Elle a soulevé des questions sur la sécurité des palais de justice, car Nichols avait réussi à se procurer une arme à l'intérieur du bâtiment. Après cet événement, de nombreux palais de justice à travers le pays ont renforcé leur sécurité pour prévenir des tragédies similaires. De plus, l'affaire a mis en lumière les problèmes de santé mentale au sein du système judiciaire. La défense de Nichols a soutenu qu'il n'était pas mentalement stable lorsqu'il a commis les meurtres. Cela a soulevé des questions sur la manière dont le système judiciaire traite et évalue les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Numéro 6. Michael Marin. L'histoire de Michael Marin est inhabituelle et surprenante. Sa vie a commencé avec tous les signes d'un succès futur. Il est diplômé des meilleures universités et a travaillé à Wall Street pour de grandes entreprises comme Lehman Brothers et Merrill Lynch. Sa carrière réussie lui a rapporté beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de mener une vie très confortable et luxueuse. Il possédait plusieurs maisons de luxe et une collection d'art comprenant des peintures d'artistes célèbres comme Picasso. Son travail l'a amené à voyager dans le monde entier et au début des années 2000, il a même escaladé le mont Everest. En tant qu'homme marié et père de 4 enfants, il semblait avoir une vie parfaite. Les problèmes de Marin ont commencé lorsqu'il n'a plus pu payer les mensualités de l'hypothèque de sa maison de 2,5 millions de dollars à Phoenix, en Arizona. Il était désespéré de garder sa maison et a essayé plusieurs moyens de trouver de l'argent. Il a même tenté de l'offrir comme prix dans une tombola caritative. Aucun de ses efforts n'a fonctionné, ce qui l'a rendu plus désespéré. Cette situation l'a finalement conduit à commettre un crime audacieux et étrange. Un jour fatidique, la maison de Michael Marin a pris feu et s'est rapidement effondrée. Marin est sorti de l'incendie intense, ce qui était une vision très étrange. Cet événement étrange s'est réellement produit. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé l'ancien expert financier habillé pour la plongée, pas pour échapper à un incendie. La question principale était de savoir pourquoi une personne utiliserait un équipement de plongée pour échapper à un incendie dans une maison. Marin avait élaboré un plan étrange pour éviter ses paiements hypothécaires. Il a délibérément déclenché l'incendie. Son plan semblait simple. Il brûlerait la maison, s'échapperait en utilisant un équipement de plongée pour respirer, puis toucherait l'argent de l'assurance pour résoudre ses problèmes financiers. Cependant, son plan a rapidement échoué. Le premier détail suspect était l'équipement de plongée. La plupart des gens ne gardent pas une combinaison de plongée complète dans leur chambre. Deuxièmement, les enquêteurs ont découvert que l'incendie avait été déclenché intentionnellement à 4 endroits différents. Des annuaires téléphoniques avaient été utilisés pour aider le feu à se propager rapidement. Il était clair que ce n'était pas un accident, mais un crime planifié. Les problèmes financiers de Michael Marin et sa tentative illégale de les résoudre ont eu de graves conséquences. L'incendie criminel et la fraude à l'assurance étaient des crimes graves passibles de longues peines de prison. Lorsque son procès a commencé en mai 2012, Marin faisait face à une peine de prison possible de 7 à 21 ans. La situation semblait très mauvaise, sans solution évidente. En juin 2012, Marin a été reconnu coupable des accusations et son sort a été scellé. Le verdict l'a profondément affecté. Une vidéo de la salle d'audience le montre réagissant avec une grande détresse. Il a mis quelque chose dans sa bouche et son visage est devenu rouge. Il a ensuite bu le contenu d'une fiole et s'est effondré. Les personnes présentes dans la salle d'audience ont paniqué et ont tenté de l'aider, mais leurs efforts ont été vains. Marin a été transporté à l'hôpital où il est mort plus tard. Numéro 7. William Strier. En 2003, William Strier a été impliqué dans un violent incident à l'extérieur d'un palais de justice qui a changé sa vie à jamais. Strier a tiré sur un avocat nommé Gerald Curry. L'événement a été filmé, laissant Curry blessé et Strier face à une longue peine de prison.
Un caméraman de télévision a enregistré l'attaque alors qu'il était présent pour couvrir le procès pour meurtre, sans rapport avec cette affaire, de l'acteur Robert Blake. La vidéo montrait Strier tenant 2 armes, tirant 5 fois sur Curry au cou, au bras et à l'épaule. Curry s'est déplacé et s'est caché derrière un petit arbre, essayant désespérément de survivre à l'attaque alors que sa vie était en grand danger. La condamnation de Strier pour tentative de meurtre en janvier a entamé le processus judiciaire qui a conduit à sa condamnation à perpétuité. Le procès a révélé le mobile de l'attaque violente. Strier était en colère contre Curry au sujet de la gestion d'un fonds fiduciaire d'une valeur d'environ 85 000 €. Strier avait reçu cet argent après un accident où il avait été heurté par une voiture. Ce différend financier a finalement motivé Strier à commettre cet acte violent. Après la fusillade, Strier a calmement mis ses armes dans ses poches et a quitté les lieux. En partant, il a dit « Voilà ce qui arrive quand on me prend mon argent ». C'était un acte de violence choquant, et les conséquences juridiques pour Strier ont été sévères. Pendant le procès, cependant, les avocats de la défense ont offert une explication différente. Ils ont soutenu que Strier croyait que son fonds était très mal géré, le faisant se sentir comme une victime. Ils ont affirmé que Strier n'était pas maître de lui-même pendant l'incident et que ses actions étaient causées par un fort sentiment d'injustice, et non par un désir de nuire. Gerald Curry, l'avocat qui a été attaqué, s'est réjoui de la condamnation à perpétuité de son agresseur. Curry pensait que Strier était une personne dangereuse et la décision du tribunal garantissait qu'il ne serait plus jamais libre. L'agression a laissé à Curry des blessures physiques et une peur durable de la menace que représentait Strier. L'histoire de William Strier est un rappel sérieux de la dangereuse combinaison de désaccords personnels et de violences extrêmes. Cela amène à réfléchir à la manière dont les gens gèrent les sentiments d'injustice et comment ces sentiments peuvent dégénérer en actes criminels.